Merci beaucoup. Je suis très impressionnée d'être ici avec vous ce soir. C'est pas peu de le dire que je ne suis pas beaucoup là. C'est la deuxième fois de ma vie que je suis au Canada. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les partenaires de soutenir cette conférence, alors même que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontré, donc ça me touche beaucoup. Je voudrais aussi remercier la Fondation Grand Âme, qui est la raison pour laquelle je suis ici, puisque la Fondation Grand Âme m'a octroyé une bourse de recherche. Et donc, je suis en résidence ce mois-ci là-bas, à partir de demain, très exactement. Et je voudrais aussi remercier le Consulat de France, parce que sinon, je n'aurais pas pu non plus matériellement être parmi vous. Donc, voilà. Merci à Isabelle Miron pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à Cécile pour la présentation. Alors, normalement, je bouge beaucoup dans une conférence, mais là, on m'a dit qu'il fallait que je reste à mon poste. Donc, je vais essayer de le faire. Peut-être que je vais essayer de ne pas rompre la règle trop vite. Et si vous voulez, je vais essayer de vous présenter un peu mes travaux, ce que je fais. À la fois, donc, dans un premier temps, la méthode générale que j'essaye de développer. Et puis, dans un deuxième temps, on va plutôt se pencher sur une étude de cas et mettre à l'épreuve, voir comment je déploie cette méthode face à des tableaux. Donc, la première partie est plus, comment dirais-je, il n'y a pas d'image, j'en suis désolée, mais elles arrivent, je vous le promets. Donc, si vous voulez, j'essaye de développer un programme de recherche, ce qui est un nom un peu pompeux pour dire simplement une manière de faire de l'histoire de l'art, une autre manière de poser des questions aux œuvres, que j'ai appelée Histoire environnementale de l'art. Et je ne suis pas du tout contente de cette dénomination, mais je n'ai pas trouvé d'autre pour l'instant. Donc, s'il y en a qui ont des idées lumineuses à ce sujet, je suis complètement preneuse. Si vous voulez, peut-être l'endroit le plus juste pour démarrer, c'est un peu comme un match de tennis, mais comme la salle est comme ça, je suis obligée de faire cet aller-retour. J'espère que ça ne vous donne pas trop le tournis. Peut-être l'endroit le plus juste pour commencer, c'est de vous dire d'où je parle et ce qui m'a amené à développer ce programme de recherche, qui bien sûr ne m'est pas du tout tombé dessus comme ça. Si vous voulez, comme beaucoup d'entre vous probablement, à un moment, la question de la crise écologique systémique qu'on connaît aujourd'hui a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie et dans mes pensées, dans mes affects. Et je me disais, c'est quand même malheureux que tu sois en histoire de l'art, c'est-à-dire, à première vue, le domaine le plus éloigné et le moins utile sur cette question. Je me disais, voilà, si tu étais... et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui posent aussi des problèmes comme ça. Voilà, si tu étais biologiste, si tu étais écologue, si tu étais... Voilà, tu pourrais probablement... comment dirais-je, contribuer à ce qui me paraît un des problèmes les plus aigus de notre temps. Mais histoire de l'art, vraiment, enfin, voilà, autant aller se coucher, hein, disons-le clairement. Et donc, c'était très malaisant pour moi. Et j'ai essayé vraiment de trouver des solutions pour pouvoir habiter ce problème depuis ce que je sais faire. Et je n'y arrivais pas jusqu'à ce que je rencontre un concept qui a été proposé par un philosophe français qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est un philosophe avec lequel je travaille beaucoup, et qui a écrit un livre en 2021 qui s'appelle Manière d'être vivant, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Et son introduction s'appelle la crise écologique comme crise de la sensibilité au vivant. Et c'est ce concept-là qui a dénoué beaucoup de choses pour moi. Donc, qu'est-ce que c'est cette idée? C'est que, bien sûr, la crise écologique, c'est une crise du vivant lui-même d'abord. On est donc sous l'aspect, on va dire, de ce qu'on appelle communément la crise de la biodiversité ou la 6e extinction. Donc, ce sont des problèmes d'extinction, de défaunation, de détérioration des milieux, de perte des milieux, d'éco-fragmentation. Enfin, je pourrais continuer comme ça longtemps, malheureusement. Mais la crise écologique, nous dit Baptiste Morisot, c'est aussi une crise, bien sûr, vous n'êtes pas sans le savoir, de nos relations à ce vivant, pas seulement une crise du vivant lui-même. Et donc, dans cette crise des relations, il y a bien sûr une crise de nos relations socio-économiques, de nos relations politiques, de nos relations de production au monde vivant. Toutes choses sur lesquelles l'histoire de l'art a peu la main.
Et il dit, il y a dans cette crise des relations un type de relation qui a été assez peu vu, assez peu traité, assez peu prise en charge. Et c'est la question de la crise de la sensibilité comme relation, justement, comme une gamme de relations à part entière. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais pour illustrer ce que ça veut dire, je voudrais faire un petit exercice avec vous qui est qu'on pense d'abord collectivement à l'objet train, les trains, et que vous laissiez monter en vous tout ce qui vous vient à l'esprit en termes d'expérience vécue, en termes de représentation, en termes d'image, en termes de connotation. Et je ne vous connais pas, et c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vous viennent à l'esprit. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, vos propres expériences de voyage en train, qui sont attachées à certains moments de votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en France, on a ce qu'on appelle les carrés familles, par exemple, qui sont ces places à 4, face à face dans le train, qui souvent laissent des souvenirs mémorables quand on est avec des familles nombreuses, par exemple, dans le train, et que du coup, le voyage devient extrêmement animé. Vous allez aussi penser à des voyages que vous avez faits, et puis vous allez aussi penser à tout ce que vous avez vu ou lu ou rencontré dans votre vie, on va dire, imaginaire. Donc, vous pouvez penser à des fauteuils de velours rouge du transsibérien alors que vous ne l'avez jamais pris, probablement. Vous pouvez penser au paysage enneigé du Snowpiercer, par exemple. Vous pouvez penser au visage des soldats qui s'amassent aux fenêtres avant un départ pour la guerre. Vous pouvez penser au camp de concentration. Vous pouvez penser à l'Orient Express. Et je pourrais continuer comme ça pendant une bonne heure, je pense. Et comme je sais qu'il y a des historiens d'art, vous pourrez penser aussi à Claude Monet, à la gare Saint-Lazare, etc. En tout cas, il y a toute une gamme très spontanément d'images mentales qui nous viennent à l'esprit et qui font que l'objet train, alors que c'est un objet technique qui a fait son arrivée dans nos vies il y a un peu plus de 200 ans, est un objet très épais culturellement. Ça veut dire que quand on prend le train, il y a tout ça qui est disponible, toutes ces représentations, toutes ces expériences vécues et donc toutes ces formes de relations. Et donc, voilà, ça fait que c'est un objet qui est chargé, si vous voulez, presque comme quand on dit, quand on charge des objets dans des rituels, etc. Et maintenant, je vais vous demander de penser à un cerf de Virginie, dont j'ai appris que vous appelez au Québec chevreuil parfois. Donc, ce cerf de Virginie, qui est extrêmement commun chez vous, qui existe depuis, alors il y a débat, mais entre 5 et 2 millions d'années. Et donc, qui partage son existence avec les humains depuis des centaines de milliers d'années, pardon, dizaines de milliers d'années. Et là, je ne vous connais pas, et peut-être que c'est aussi présomptueux de ma part, mais je fais l'hypothèse qu'il y a beaucoup moins de choses qui vous viennent spontanément à l'esprit. Beaucoup moins peut-être d'expériences personnelles vécues déjà, et aussi beaucoup moins de représentations. Et peut-être que si vous en avez beaucoup, une autre hypothèse, peut-être, c'est c'est des images relativement similaires à chaque fois. Il n'y a pas toute cette épaisseur aussi de contradiction qu'il y a dans l'objet train, qui peut être à la fois un objet extrêmement connoté de manière extrêmement positive ou d'extrêmement négative. Il n'y a pas cette richesse de l'ambivalence. Et ben, c'est un peu ça, c'est un exemple bien sûr partiel, mais c'est ça la crise de la sensibilité au vivant. C'est comment ça se fait que des êtres avec qui on partage le territoire depuis extrêmement longtemps n'aient pas une place aussi prégnante que d'autres objets ou d'autres êtres, notamment les humains, qui font aussi partie de notre vie. Donc, si vous voulez, la crise de la sensibilité au vivant, c'est une sorte de limitation dans la gamme des percepts, des affects,
des représentations, des expériences, des imaginaires qu'on a à l'égard du monde vivant. Et donc, quand je suis tombée sur ce concept dans le travail de Baptiste Morisot, tout d'un coup, vous pressentez pourquoi sûrement, ça m'a extraordinairement libérée de mon problème initial que je vous contais, puisque si y a une dimension de la crise écologique qui a à voir avec la question de notre sensibilité, alors là, du coup, l'histoire de l'art est particulièrement compétente sur la question. Et donc, tout d'un coup, j'ai pu me mettre au travail. Et l'histoire de l'art que j'essaie de mettre en œuvre, si vous voulez, donc, part de ce moment biographique et théorique-là, et m'a fait, si vous voulez, et découle aussi à l'aune de cette question de la crise de la sensibilité, ça m'a fait avoir tout un autre regard, un regard que je n'avais jamais eu, sur notamment la tradition picturale occidentale, puisque je parle essentiellement de peinture. Ça m'a fait poser d'autres questions, des questions qui étaient peu posées dans le domaine de l'histoire de l'art, qui étaient posées dans d'autres disciplines, mais pas tant, en tout cas en France, sur ces tableaux-là. D'ailleurs, parenthèse, comme je connais assez peu ce qui se fait ici, peut-être que du coup, ce que je vais raconter d'une banalité incroyable, comme je sais assez peu ce qui se fait ici dans le champ de ces démarches-là environnementales en histoire de l'art, si je serais ravie d'avoir des retours et d'approfondir ma connaissance sur ce sujet. Et donc, quand j'ai commencé mon premier travail sur ces questions, qui était donc dans Apprendre à voir, ce livre dont vous a parlé Cécile, je me suis attardée notamment sur la peinture de paysage. C'était mon premier champ de recherche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez étrange, qui était qu'à la fois, bien sûr, la nature, ce qu'on appelle la nature, et ce qu'on appelle toujours dans le quotidien la nature, était extrêmement présente dans les œuvres. C'est une sorte de topos, c'est un lieu commun, donc voilà, il y en a partout. Mais que paradoxalement, il y avait aussi comme une absence de ce monde vivant-là. Si on regardait de manière plus précise, pas seulement comment dirais-je, la quantité de représentation, mais les figures sous lesquelles les êtres vivants étaient représentés. Et ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, les êtres vivants, que ce soit les animaux, les végétaux, je parle assez peu des champignons, j'aimerais beaucoup d'ailleurs si vous avez des... Mais malheureusement, j'ai pas encore étendu mon domaine jusque-là, sont très souvent représentés pour autre chose qu'eux-mêmes. Et c'est d'où mon sentiment d'absence. À savoir que très souvent, ils sont représentés soit comme symboles, et on va y revenir abondamment plus tard, donc je ne vais pas m'attarder énormément dessus, soit comme symbole, c'est-à-dire comme signifiant pour un signifié proprement humain. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le chardonneret qui nous intéresse, ce n'est pas du tout l'olivier qui nous intéresse, c'est la signification humaine, culturelle qui lui est attachée. Et l'autre visage qui est particulièrement prégnant dans la peinture de paysage à partir de la fin du 18e, début 19e, c'est bien sûr le fait, et qui est très familier dans nos manières même de nous rapporter en dehors des œuvres à la nature, c'est de considérer un paysage constitué d'êtres vivants, bien évidemment, comme étant un reflet d'émotions intérieures, qu'elles soient des émotions intimes ou métaphysiques. Et donc, c'est voilà, ce que vous connaissez très bien, j'imagine, de, par exemple, trouver un paysage mélancolique. Un paysage n'a jamais été mélancolique, mais par contre, nous pouvons tout à fait y projeter un état intérieur qui est le nôtre. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, il y a aussi une paradoxale présence, puisque bien sûr, il n'y a plus que des vivants sur la toile. Dans la peinture de paysage à partir du 19e, il n'y a plus ces petites scènes humaines qui ont persisté dans la peinture de paysage jusqu'à très tard. Mais néanmoins, ce qui se joue, c'est quand même toujours quelque chose de proprement humain. Et donc, ce faisant, ce pourquoi il n'y a pas de place, ou assez peu, et c'est ça qui m'a intriguée, et c'est ça mon aimant, si vous voulez, mon or dans la boussole, assez peu de place pour l'altérité du monde vivant. C'est-à-dire, qui sont ces autres ? Qui sont ces autres ? Et qui sont ces autres
qui ont du sens, parce que c'est ça aussi, cette chose très étrange de toujours faire porter des significations humaines aux êtres vivants dès qu'ils sont représentés dans des œuvres, c'est parce que c'est comme s'il y avait un doute sur le fait que si on n'en mettait pas nous, des nôtres, de nos significations, c'est comme si on avait un doute sur le fait qu'ils aient de la signification, qu'ils aient du sens. Doute qu'on peut rapidement dissiper, étant donné que nous sommes quand même une invention extrêmement tardive de l'évolution et que le sens n'a pas attendu d'émerger, il ne nous a pas attendu pour émerger dans l'histoire du vivant. Le sens est bien antérieur à nous, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est assez peu, auquel spontanément, en tout cas dans la manière dont on va, et c'est une nuance que je vais continuellement faire, dont notre culture a spontanément interprété les œuvres. C'est-à-dire que la nuance, c'est que ce n'est pas forcément pas dans les œuvres, mais qu'en tout cas, les interprétations dominantes n'ont pas fait de la place à ça. C'est quelque chose qui est assez peu, comment dirais-je, prise en charge par, on va dire, la doxa de l'histoire de l'art traditionnelle, disons. Et donc, c'est là que sur ce nœud que j'essaie de travailler, avec deux pans de ma méthode, si vous voulez. Un pan qui est pas le plus réjouissant, effectivement, mais que je me dois de faire, qui est de relire, c'est-à-dire s'il y a une crise de la sensibilité, c'est qu'il y a une crise. Donc, c'est de relire notre tradition picturale occidentale en essayant de voir justement des sortes comment dirais-je, d'incarnation, de cristallisation de cette crise de la sensibilité au vivant, et notamment comment a été construite, renforcer cette figure de la nature moderne, telle qu'elle a pu être isolée, définie par nombre de philosophes et d'anthropologues, Bruno Latour, Philippe Descola et tant d'autres. Je ne peux pas faire un point exhaustif là-dessus parce que ça me prendrait un temps trop long. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vais, comment dirais-je, faire l'hypothèse que vous êtes un peu familier avec ça. Et si vous ne l'êtes pas, on peut en parler pendant les questions. Ça, c'est le premier temps, qui est un temps, du coup, un peu critique, de regard critique, si vous voulez. Et donc, justement, comment les représentations du monde vivant avec lesquelles on a été, qui nous sont familières, nous ont mis dans cette situation de désintérêt, de distanciation, d'objectivation avec le monde vivant, etc. Et un pan beaucoup plus réjouissant, qui est le pan où j'essaie justement de trouver dans notre tradition picturale occidentale des œuvres où les peintres font autre chose que ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire où justement ils font de la place à l'altérité des animaux et des végétaux qui sont représentés, mais où peut-être ça n'a pas été vu parce que tout simplement ce n'était pas une question du temps avant. Aujourd'hui, ça l'est devenu à l'aune de la conjoncture qui est la nôtre. Et d'essayer justement de refaire surgir ces œuvres, ces filiations parfois, avec aussi cet horizon que justement parce que ce sont des œuvres qui viennent de notre tradition, avec notre tradition picturale avec laquelle on est plus familier. Si on arrive justement à reconfigurer, à réinterpréter ces œuvres autrement, est-ce que ce ne serait pas possible justement qu'elles viennent réhabiter notre galerie mentale antérieure et qu'au moment où je vous dis Serre de Virginie, il y a possiblement 2 ou 3 images de plus qui vous viennent à l'esprit et qui fassent justice à cet être qui est le cerf de Virginie et que ce ne soit pas juste un symbole humain. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un peu ma méthode et comment je travaille. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un cas... Alors, par contre, si je ne peux pas passer ici, c'est bon. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Je vais vous parler d'un cas spécifique qui est plutôt en lien avec mon deuxième livre, avec le livre qui est paru récemment. J'ai appris qu'il était paru au Québec il y a quelques semaines seulement. Donc, il s'appelle Peindre au corps à corps. Et qui donc a à voir avec les fleurs. Je vais vous parler de fleurs, mais vous allez voir, il va falloir que je me batte un certain temps pour finalement arriver à vous parler de fleurs. Parce que ce n'est pas évident de parler de fleurs quand on regarde les œuvres de notre tradition picturale. Donc,
voilà, je vais essayer de déployer mes outils pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, ces fameuses recherches que je fais. Donc déjà, ce qui est très important avant de commencer, c'est que je vais justement m'intéresser ici, pas aux intentions des artistes, mais aux interprétations dominantes qui ont été faites de ces œuvres. Pourquoi? D'une part, parce que un certain nombre de fois, on n'a pas du tout accès aux intentions des artistes. Et par ailleurs, c'est un matériau assez difficile et délicat avec lequel travailler. Mais surtout, c'est parce que comme on est dans ce contexte, vous l'avez compris, de plonger dans la crise de la sensibilité au vivant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces œuvres, comment dirais-je, se sont instaurées une place dans notre culture collective. Et très souvent, c'est à partir des interprétations dominantes qui en sont faites, c'est-à-dire qu'est-ce que va vous dire un guide de musée quand vous êtes devant cette œuvre, qu'est-ce que vous dit la page du musée consacrée à cette œuvre, qu'est-ce que vous dit un manuel d'histoire de l'art sur ces œuvres-là. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, bien sûr, que je ne ferai pas justice, je le dis d'avance, à la complexité infinie des œuvres que je vais vous présenter. Et je m'en excuse par avance. Donc, quand on s'intéresse aux fleurs en histoire de l'art, bah, c'est comme pour les autres êtres vivants, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et moi, je m'intéresse à la période moderne. Je ne commence pas avant, mais si je commençais avant, il y en aura encore un certain nombre. Et donc, vous vous en doutez à partir de ce que je viens de dire, il y a un visage privilégié de la présence des fleurs en peinture, extrêmement marqué, extrêmement dominant, qui est celui des fleurs comme symbole. Donc voilà, je vous donne vraiment un exemple, on va dire, pédagogique, qui est donc avec ce tableau de Pierre de Cortone, où vous avez donc ce triple lys qui est au centre du tableau, qui est vraiment mis en valeur par la composition. Et bien sûr, ce triple lys, vous vous en doutez bien, parce qu'ici, on est dans une peinture religieuse. Tout de suite, quand on est dans une peinture religieuse, on a pris le pli de se dire que tous les êtres vivants avaient, comment dirais-je, des significations bibliques, et c'est souvent le cas. Et donc ici, ce triple lys est là pour symboliser la triple virginité de la Vierge, qui est un concept théologique que vous ne connaissez pas, mais qui est très prégnant, et qui désigne le fait que la Vierge est vierge ante partum, in partum, post partum, c'est-à-dire avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, elle est toujours vierge. Voilà. Donc, ensuite, évidemment, c'est pas du tout chronologique, mais c'est volontaire, je suis bien au courant. Si on regarde l'agneau mystique de Van Eyck, donc qui est une œuvre assez qui pèse beaucoup dans l'histoire de l'art, on a aussi, si on reste toujours dans le domaine du religieux, on a aussi énormément de fleurs représentées. En vérité, il y a 70 espèces de plantes à fleurs plus de 70 qui sont représentées dans cette œuvre. C'est énorme. C'est incroyable. Et des espèces qui sont parfaitement identifiables par les botanistes. C'est pour ça que je peux vous dire qu'il y en a plus de 70. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même un certain souci, et enfin une connaissance, de la part des frères Van Eyck de ces plantes représentées. Et là, pourquoi je choisis cet exemple? Parce que pour moi, ça me semble absolument fabuleux que même quand il y a 70 espèces, c'est-à-dire beaucoup, c'est pas comme le triple lys, ben, on arrive quand même, c'est-à-dire on est capable de trouver des significations symboliques aux 70 espèces. Et pour moi, c'est intéressant parce que pour moi, c'est un symptôme que là, on tombe dans une sorte de pli d'habitude de la discipline. Si on se sent contraint, comment dirais-je, de justifier la présence de chacune de ces plus de 70 espèces de fleurs. Donc, évidemment, c'est compliqué parfois d'identifier une par une. Donc, parfois, on fait des familles de fleurs. Donc, par exemple, vous reconnaissez le lys, hein, qui est toujours là. Il y a donc les plantes vivaces. Les plantes vivaces qui symbolisent l'immortalité du Christ. Mais nous avons aussi des plantes annuelles qui, elles, à l'inverse, annoncent la mort du Christ. Etc. Donc, pour moi, ça a été très intriguant quand je suis tombée sur les lectures des fleurs dans ce tableau.
ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, comme vous présentez. Et c'est surtout que, si vous voulez, je commence à un peu disséminer là où je veux en venir. Ce qui est embêtant quand on s'intéresse à la crise de la sensibilité au vivant, avec le symbole, il y a quelque chose d'embêtant, parce que vous pouvez me dire, mais le symbole, finalement, est-ce que ce ne serait pas une manière, enfin, pourquoi c'est un problème? Peut-être que c'est une manière de mettre en valeur ces fleurs, de leur faire une place, justement, dans notre imaginaire culturel. Et outre le fait qu'on ne fait pas de place à l'altérité des autres formes de vie, je dirais qu'il y a un deuxième problème qui est le fonctionnement même du symbole, qui est très ambigu. Parce que ce que vous dit le symbole, c'est en fait que ce qui est important, c'est-à-dire le moment où vous atteignez quelque chose comme du sens, c'est le moment où vous avez traversé l'être qui est représenté pour accéder à la signification cachée qui, elle, est toujours humaine. Donc, c'est comment dirais-je, c'est un peu paradoxal parce que c'est comme si l'être vivant qui était représenté était comme annulé sous, comment dirais-je, les significations qu'on lui accorde. Alors, bien sûr, il y a des symboles qui s'appuient sur des propriétés propres aux êtres vivants qui sont représentés, mais ce n'est pas du tout la majorité. Par exemple, le fait que le lys symbolise la virginité, par exemple, ça n'a aucun rapport avec le lys en aucun point, c'est juste qu'il est blanc. Mais, je veux dire. Mais bien sûr il y a bien sûr des exceptions et qui sont un cas particulier qui serait intéressant à traiter aussi. Évidemment, le genre qui a fait une place aux fleurs extraordinaire, c'est la nature morte, évidemment, et notamment la nature morte hollandaise, à sa grande époque qui est donc, le XVIIe siècle. Et là aussi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de voir que dans ces natures mortes, il y avait essentiellement un trait des fleurs qui retenait notre attention, c'est-à-dire un trait qu'on était capable d'interpréter, un trait qui nous paraissait saillant par rapport aux multiples, comment dirais-je, effets que produisent ces fleurs, ce sont les fleurs fanées. Le fait que les fleurs fanent, et fanent beaucoup dans la nature morte, enfin au sens, sont beaucoup représentées fanées, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la manière dont on regarde ces tableaux. Et bien sûr, ça a été interprété de manière symbolique, comme étant justement ces vanités étant des natures mortes, des vanités, c'est-à-dire des mémentos sur la brièveté de la vie, l'éphémère de l'existence, etc. Il y a bien sûr d'autres sens symboliques qui d'ailleurs prennent toujours beaucoup de place dans la nature morte flamande, alors même que une très grande historienne de l'art qui s'appelle Svetlana Alpers, quand même beaucoup travaillé sur justement le fait d'essayer de faire exister le fait que la nature morte hollandaise n'était pas forcément, c'est pas toujours pertinent de l'interpréter en termes symboliques, mais cette tendance à l'interprétation symbolique résiste énormément. Et donc, il y a d'autres, bien sûr, symboles dans la nature morte hollandaise, à part l'éphémère de la vie. Ça peut être aussi, bien sûr, des symboles sociologiques, de richesse, d'avoir ces représentations de fleurs qui viennent des colonies et qui sont donc chez vous, dans votre salon, puisque c'est pour la bourgeoisie, évidemment, hollandaise que ces tableaux sont faits. Il y a d'autres messages moraux que je ne ferai pas la liste. Et puis aussi, symbole, une sorte de pouvoir de l'art, d'arriver dans un tableau à faire éclore des fleurs qui ne peuvent pas normalement, comment dirais-je, s'épanouir, fleurir au même moment, comme des tulipes et des roses, par exemple. Mais donc, du coup, aussi, une autre forme de... Donc, parenthèse, chose tout à fait aujourd'hui possible grâce à nos moyens de production industrielle des fleurs. Donc, plus du tout étonnant. Avec, si je voudrais quand même revenir sur cette place très grande du fait que les fleurs fanent, parce que je veux dire, j'ai brassé énormément de nature morte florale, énormément d'interprétations, et je veux dire, ça revient à chaque fois. Donc, j'ai quand même dû faire un sort à ça.
je me suis dit, c'est quand même étonnant parce que ces fleurs sont déjà mortes, en fait. Je veux dire, même avant qu'elles fanent, elles sont déjà mortes. Je me dis, c'est étonnant qu'on se soit attaché à ce point à fait qu'elle fanent comme étant justement l'incarnation de l'éphémère de la vie. Je me suis dit, ça aussi, c'est quand même une sorte de signe d'un certain éloignement de ces formes de vie. Et puis surtout, le fait que ce soit comme si c'était c'est la seule chose qu'on arrive à lire, en fait, à percevoir. Et quand il n'y en a pas, d'ailleurs, de fleurs qui fanent, comme ici, chez Fantin-Latour, par exemple, dans ce magnifique tableau, tout d'un coup, on bascule sur un autre régime d'interprétation, dont je vais reparler plus tard, qui est que tout d'un coup, on ne va plus interpréter en termes symboliques ces fleurs, mais on va l'interpréter en termes de technique picturale. C'est-à-dire que ce qu'on va retenir, c'est la nature morte, ici comme une sorte de déploiement d'une certaine virtuosité technique du peintre dans sa capacité à nous faire ressentir les textures. J'ai même eu une étudiante qui m'a dit qu'elle arrivait à sentir le parfum de ces fleurs, par exemple, grâce à cette touche avec beaucoup de matière de Fantin-Latour. Mais du coup, c'est comme si on basculait tout d'un coup sur le travail du peintre lui-même, quand il n'y a plus d'interprétation symbolique immédiatement disponible. Mais vous voyez que depuis, je ne sais pas, 10 minutes que je vous parle de nature morte de fleurs, je ne vous ai toujours pas parlé de fleurs. Enfin, c'est-à-dire, je vous ai parlé de ce que les humains, comment dirais-je, déposent comme signification dans les fleurs, mais je ne vous ai pas parlé du tout de la forme de vie de la plante à fleurs qui est représentée ici depuis le début. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas facile de parler vraiment des êtres vivants. Et d'aucuns pourraient répondre, mais c'est normal. C'est normal parce que dans la culture, dans les objets artistiques, c'est tout à fait normal que les êtres vivants existent comme avatars de signification humaine, parce que c'est ça la culture. C'est le moment où ce sont des humains qui parlent de choses humaines. Et donc, les animaux et les plantes sont à disposition pour raconter ça, ces drames et ces significations humaines. Mais si tu voulais, c'est un personnage que je convoque avec moi, quelqu'un qui me parle, qui me fait des objections, et si tu veux qu'on parle des fleurs, c'est-à-dire de leur altérité, de leur forme de vie, eh ben, il faut faire des sciences. Parce que c'est dans les sciences qu'on parle des fleurs pour elles-mêmes. Et donc là, pour moi, on touche à une sorte de grand partage, si vous voulez, très basique, hein, que vous avez reconnu probablement, nature, culture, etc. De grand partage qui paraît à la fois un peu grossier, mais dont j'ai l'impression que ces fantômes nous hantent toujours, avec cette idée que oui, c'est attendu et même valorisé que quand les êtres vivants entrent dans des productions culturelles humaines, alors ils ne soient plus que des signifiants humains. Et mon hypothèse, c'est que malheureusement, les artistes ne sont pas d'accord. Voilà. Beaucoup, en tout cas, ne sont pas du tout, comment dirais-je, d'accord avec ce grand partage culturel. Et beaucoup d'entre eux, pas tous évidemment, hein, ont voulu faire autre chose, s'intéresser à d'autres choses, et que malheureusement, quand ça arrivait, bah, ça pouvait même passer inaperçu ou être difficilement ressaisi du fait de justement ces structurations culturelles plus larges dans lesquelles leurs œuvres étaient prises. Bien sûr, je veux quand même donc, que ce soit clair. Ce que je dis, je ne dis pas que les interprétations symboliques sont fausses. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on pourrait poser d'autres questions et voir d'autres choses. Il y a plein de moments où les interprétations symboliques sont parfaitement pertinentes, nous font voir des choses intéressantes, etc. Ma question, c'est est-ce qu'on peut poser d'autres questions? Ça ne veut pas dire qu'on enlève cette question, mais ça veut dire que peut-être il y a d'autres choses à dire et qu'on n'a pas vu parce que la gamme des questions qu'on posait était telle qu'elle était réduite. Et donc, pour faire ça, je vais essayer de vous parler des fleurs de Georgia O'Keeffe. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le travail de cet artiste.
et notamment son travail sur les fleurs. Du coup, je vais essayer avant de commenter et tout ça, dans la lignée de ce qu'on a vu, je vais juste vous faire passer quelques images. Donc, vous voyez, je pense assez nettement à quel point il y a une très grande différence dans les choix de représentation, outre le style, hein, bien sûr, de peinture. C'est pas la même époque, évidemment, mais dans les choix de représentation, dans les choix de cadrage, dans les choix de composition, etc., ça fait vraiment son travail, fait absolument rupture par rapport aux représentations florales dont on avait l'habitude jusqu'à la fin du 19e. Je vais y revenir plus tard, point par point, qu'est-ce qui change, etc. Mais il y a des choses que je pense que je n'ai même pas trop besoin de vous les dire, mais par précision, je le ferai quand même. Qu'est-ce qui a été dit de ces fleurs? Beaucoup. L'interprétation dominante qui existe toujours jusque dans les expositions les plus contemporaines. Donc, il y a une rétrospective qui s'est promenée depuis les États-Unis jusqu'en Europe, dans différents endroits, à Madrid, à Bâle, à Paris, une rétrospective sur Georgia O'Keeffe l'année dernière. Et jusque par exemple, cette ressaisie contemporaine de son œuvre, il y a une interprétation à laquelle on fait beaucoup de place, qui est de voir ces fleurs comme des symboles sexuels humains. C'est-à-dire que suivant ce qui est représenté, par exemple ici, il y aurait des analogies anatomiques qui sont perçues par les critiques, les regardeurs, entre tantôt un vagin, tantôt ici, par exemple, ou tantôt un phallus, donc ici avec ce spadis représenté. Et puis, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que les fleurs sont les organes sexuels, enfin contiennent plus précisément, les fleurs contiennent les organes sexuels de reproduction des fleurs. Et donc, tout ceci a fait que cette interprétation a pris beaucoup de place et surtout, elle a émergé tout de suite. C'est-à-dire dès le milieu des années 20, quand Georgia O'Keeffe commence à faire sa première exposition avec des peintures florales, c'est contemporain. Lewis Mumford, par exemple, qui a beaucoup écrit sur Georgia O'Keeffe, c'est la première chose qu'il dit sur ces fleurs-là. Le problème, c'est qu'elle n'est pas d'accord, en fait. Elle dit, et donc là, on est en 1939, mais j'aurais pu vous mettre des propos qui sont encore plus tôt. Elle dit, eh bien, j'ai fait en sorte que vous preniez le temps de regarder ce que j'ai vu, et quand vous avez pris le temps de remarquer ma fleur, vous avez projeté sur elle toutes vos associations personnelles à propos des fleurs, et vous écrivez sur ma fleur comme si je pensais et voyais ce que vous pensez et voyez de la fleur, et ce n'est pas le cas. Elle était assez explicite, je dirais. Elle était tellement... C'est-à-dire que c'était même pas qu'elle ne pensait pas que ce tableau était ça, c'est qu'elle était vraiment vent debout contre cette interprétation, en disant que c'était absolument pas son intention, ni ce qu'elle voulait que les regardeurs y voient, à tel point que au tournant années 20, années 30, elle se retrouve à changer les titres de ses tableaux. Donc, ses premiers tableaux de fleurs avaient des noms abstraits. Ça s'appelait par exemple Special ou Abstraction, des choses comme ça. Elle finit par les appeler Tulipe, Iris, Rose, etc., juste pour être sûre qu'on sache que ce sont des fleurs. Et malgré tout, rien n'y fait. Dans des documentaires plus anciens, à la fin de sa vie, elle le redit. Elle dit que c'est ce que les autres ont projeté dans son œuvre. Elle dit c'est ce que Alfred Stieglitz disait et c'est ce que les gens ont retenu.
Et ça, on retrouve ça jusque dans une monographie qui est parue en 2014 sur Georgia O'Keeffe par Randall Griffin. Il dit « It now seems abundantly clear that in spite of her vehement denials, O'Keeffe meant some of her paintings to look vaginal. » Donc moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a quand même marqué, parce que je me suis dit, ah oui, donc en fait, une artiste peut dénier de manière véhémente ses interprétations, mais en fait, tout le monde s'en fiche. Ça n'a aucune importance. Je trouve ça extraordinaire. Alors après, j'ai essayé de chercher d'autres cas de figure. J'ai essayé de chercher d'autres cas de figure où c'était le cas. Je me suis dit, est-ce qu'il y a plein d'artistes comme ça qui ont explicitement, tout au long de leur vie, etc. Et des cas, je n'ai pas trouvé, mais je serais intéressée de cas aussi purs, c'est-à-dire un cas où vraiment l'interprétation dominante et a été niée à répétition tout au long de sa vie et que ça reste néanmoins ce qu'on en dit. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup d'interprétations de pourquoi ces interprétations symboliques sexuelles sont restées. Il y a une ligne d'explication que je développe dans mon livre, mais que je ne développerai pas ici parce que je n'ai pas le temps, qui est bien sûr une interprétation féministe de ce phénomène. Et donc, si ça vous intéresse, je vous laisse lire les pages qui sont consacrées là-dessus à mon livre, mais ça me prendrait beaucoup de temps. Et donc, l'autre point qui m'intéresse, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas seulement parce que c'est une femme, mais c'est aussi parce que sinon, on est assez embêté au sens précis où on ne sait pas trop quoi en dire, quoi en penser, pourquoi ce serait intéressant, ces fleurs, si ce n'était pas des symboles sexuels humains. L'autre interprétation qui existe, c'est de dire que ce ne sont pas des symboles sexuels humains et de dire que ce sont juste les fleurs pour elles-mêmes. Et ce qui est entendu dans ces fleurs pour elles-mêmes, c'est les fleurs comme forme. C'est-à-dire que Georgia O'Keeffe s'intéresse à ces fleurs dans une recherche formelle. Elle est intéressée par les lignes, les volumes, les effets de texture, de couleur que proposent les fleurs. Et donc, dans une recherche moderniste, elle représente ces fleurs. Et donc, si vous voulez, c'est un peu l'alternative qui nous est souvent présentée quand on est face à des êtres, pas les paysages, mais plutôt à des représentations animales ou végétales, qui est que si ce n'est pas un symbole, alors c'est de la forme. Mais vous voyez, dans les deux cas, il n'y a pas beaucoup plus d'altérité dans le deuxième cas, sur la forme. Parce que ce qui est manqué, c'est que la fleur, bien sûr, est une forme, on est d'accord, mais que c'est aussi une forme de vie. C'est-à-dire qu'en tant que forme de vie, il y a un certain déploiement de son existence, certains comportements, certaines significations, etc. Et donc, soit on a un symbole, c'est-à-dire de la signification, mais de la signification humaine, soit on a de la forme, c'est-à-dire pas de signification. Au sens juste un travail formel, pas de... Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de voir si on pouvait dire autre chose. Sur ces fleurs-là, ajouter une autre ligne aux interprétations qui en sont faites. Et je me disais que, ce projet était en tout cas d'autant plus intéressant que visiblement l'artiste n'était pas tout à fait satisfaite avec, je dirais, l'interprétation qui reste très présente par rapport à ces fleurs-là. On va revenir aux fleurs. Donc, si on revient aux différences, aux grands changements qui ont été, auxquels elle a procédé dans la représentation, il y a bien sûr, première chose extraordinaire, c'est ce fait de représenter ces fleurs d'extrêmement près. Donc, elle abolit vraiment la distance avec laquelle on regarde les fleurs dans les natures mortes avant. C'est-à-dire que les fleurs, elles sont sur une table devant nous.
mais on n'est jamais le nez sur la fleur, à l'orée de la fleur, comme dans ses œuvres, avec ce cadrage qu'elle choisit, qui est aussi influencé par la photographie de l'époque, qui est le close cropping, donc le fait de vraiment avoir à la fois un cadrage très resserré et très très près de l'objet représenté. Et ce qui fait que, ne serait-ce que par ces deux choix, déjà, c'est vraiment... On n'avait jamais vu les fleurs en peinture comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça nous semble moins, comment dirais-je, frappant parce qu'on a vu quantité de photographies botaniques qui nous montrent les fleurs sous cet angle-là. Mais il faut arriver à essayer d'imaginer à cette époque-là où quand même cette photographie était beaucoup moins développée et commençait à émerger, bien sûr. Il faut imaginer l'effet quand même extrêmement saisissant de tout d'un coup voir les fleurs en peinture comme on les avait vraiment jamais vues. L'autre élément extrêmement important, bien sûr, c'est le changement d'échelle, au sens où c'est les fleurs, il y a une inversion du rapport d'échelle, les fleurs sont bien plus grandes que le regardeur qui est placé devant. Et c'est quelque chose qui est très important pour elle, ce changement d'échelle dont elle parle souvent, et pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi elle insistait autant sur cette question d'échelle. Elle dit, une fleur est relativement petite, et elle dit, dans les années 1920, d'immenses immeubles poussaient en l'espace d'une nuit à New York. C'est à ce moment-là que j'ai vu un tableau de Fantin-Latour, le fameux, une nature morte avec des fleurs que j'ai trouvées très belles. Mais je sentais que si je peignais ces mêmes fleurs si petites, personne ne les regarderait car personne ne me connaissait. Alors j'ai pensé que je les peindrais comme ces immeubles immenses qui poussaient. Les gens seraient surpris, ils seraient obligés de les regarder, et c'est ce qui arriva. Et donc, cette idée que les fleurs sont trop petites revient à d'autres endroits, ici, et que du coup, il faut les peindre en très grand pour que les gens les regardent. Je me disais, mais à la fois, ça peut paraître très simple, mais en même temps, je me dis, c'est très étonnant comme manière de penser que c'est parce que c'est trop petit que les gens ne les regardent pas. Je me disais, c'est marrant parce que si les fleurs sont trop petites, pour nous, ça veut dire, pour nous, humains, je me disais, ça laisse entrevoir qu'en fait, il y aurait une échelle où elle serait à la bonne taille et que c'est cette échelle qui l'intéresse. C'était cette échelle qu'elle essaye de reproduire en reproduisant les fleurs en gros plan immense sur la toile. Et donc, ça m'a longtemps intriguée. Donc, j'avais ce premier phénomène intriguant. Et puis après, il y avait aussi toutes ces citations où elle dit « Personne ne voit une fleur vraiment. On prend rarement le temps de vraiment voir une fleur, etc. » Et c'est métamorphosé. Ce n'est pas une artiste qui est extrêmement explicite dans son propos. C'est toujours très, comment dirais-je, on ne sait pas exactement ce qu'elle entend par là, évidemment. Mais c'est cette idée de voir vraiment une fleur revient tout le temps. Et ça aussi, c'est intriguant parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce qu'on a envie de dire, on en a vu plein des fleurs. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire voir vraiment? Quel est l'accent, en fait, dans cette phrase? Et donc, à un moment, je me suis dit, mais en fait, on ne voit jamais ces fleurs comme ça en peinture, mais on ne les voit non plus jamais comme ça dans la vie, en vérité. C'est ça qu'elle nous dit, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'y prête pas attention, parce que elle a dit elles sont trop petites. Cette idée étrange, mais ça ne me serait jamais venu à l'esprit de dire qu'on ne regarde pas les fleurs parce qu'elles sont trop petites. Mais après, ça va faire sens. Et donc, c'est une sorte de point de vue impossible qu'elle nous présente sur ces fleurs, à la fois en peinture, mais aussi dans la vie. C'est un point de vue qu'on n'a pas. Ce point de vue d'être vraiment à l'orée, souvent en survol, au-dessus de la fleur, comme ça, vraiment. Et en regardant, par exemple, ce tableau, donc ici, Calla Lilies, c'est des Antedesca, de la famille des Aracées. Je me suis dit, voilà, il y a un point de vue très étonnant, où tout d'un coup, où on voit donc ces lignes sur le spat, donc cette sorte de pétale unique des Aracées, qui convergent. On arrive comme en survol au-dessus de la fleur, toutes ces lignes qui convergent vers justement le cœur de la fleur avec ce spadis jaune qui fait contraste avec le blanc de la feuille, et toutes ces lignes
qui amène vers ce point, qui converge et qui même s'enfonce, etc. Je me suis dit, mais en fait, ce point de vue sur les fleurs, il est impossible pour nous. Il est impossible, tout court, si on pense en tant que moderne. Mais en fait, il n'est pas du tout impossible en soi. C'est parce qu'il y a des êtres pour qui ont ce point de vue sur les fleurs. Et pour qui c'est même la manière spontanée et privilégiée de voir les fleurs. Et donc, j'ai commencé à avoir cette idée étrange. Je reconnais qu'elle est étrange. Que Georgia O'Keeffe peignait les fleurs du point de vue des pollinisateurs. Et tout d'un coup, il y a des choses qui, quand j'ai imaginé ça, c'était l'hypothèse avec laquelle j'ai commencé à travailler, tout d'un coup, il y avait des choses qui étaient difficilement explicables et tout d'un coup, en tout cas, étaient éclairées, qui prenaient sens. Pas forcément le seul sens, bien sûr, mais qui prenaient sens à l'aune de cette hypothèse-là. Notamment la question du changement d'échelle. Le fait que les fleurs sont trop petites pour nous, ça veut dire qu'il existe un monde où elles sont à la bonne taille. On est d'accord, si elles sont trop petites pour nous. Et donc, je me suis dit, mais bien sûr, puisque le monde pour lequel elles sont à la bonne taille, c'est le monde des insectes, le monde des pollinisateurs. Et autre chose qui était très intéressante, c'est le fait de repenser tous ces choix de, comment dirais-je, de représentation à la lumière de cette hypothèse-là, le fait qu'on les voit en survol, ou vraiment à l'entrée de la fleur, et aussi qu'on les voit de très très près. C'est aussi très intéressant parce que les pollinisateurs ont une vue, c'est-à-dire que le moment où ils savent qu'ils sont pas seulement sur une fleur, mais sur la fleur qui les intéresse, la fleur qu'ils pollinisent, parce que ce sont des relations, bien sûr, extrêmement particularisées. Tous les pollinisateurs ne pollinisent pas toutes les fleurs, évidemment. Il y a des relations très spécifiques entre certaines fleurs et certains pollinisateurs. C'est que les pollinisateurs ne voient les fleurs que lorsqu'ils sont environ à 10 cm, maximum 20 cm des fleurs. C'est-à-dire qu'avant, ce n'est pas du tout, ça n'existe pas du tout dans leur environnement perceptif. C'est le moment où ils savent où ils sont et ils le reconnaissent. Et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant aussi. Je me suis dit, mais qu'en fait, du point de vue des abeilles, par exemple, bah, les coquelicots sont vus comme chez O'Keeffe, ils ne sont pas du tout vus comme chez Monet, par exemple. Le couchant de coquelicot de Monet, pour une abeille, ça n'existe pas dans son champ perceptif. Et donc, bien sûr, tous les choix qu'on a vus de composition nous disent, ben oui, c'est vrai que ce point de vue spatial très étrange qu'elle choisit, ben finalement, quand on voit ce pollinisateur, tout ça a l'air de faire sens. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est que quand on parle de pollinisateurs et qu'on parle de fleurs, c'est que ce n'est pas du tout seulement une relation spatiale entre des corps dans l'espace. C'est que c'est une relation extrêmement, comment dirais-je, c'est-à-dire que la perspective est extrêmement forte, extrêmement immémoriale. Et donc, quand on est un pollinisateur et quand on voit une fleur, c'est pas seulement, comment dirais-je, certaines dispositions de paramètres physiques, c'est aussi une perspective vécue, c'est-à-dire comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que ça fait à un pollinisateur de voir sa fleur? Quelle est, comment dirais-je, la nature de cette relation, sa tonalité. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout arbitraire, bien sûr, de représenter les fleurs du point de vue des pollinisateurs, vous vous en doutez, puisque, si vous voulez, la fleur, littéralement, est une relation. C'est-à-dire la fleur est un nœud de relation entre le végétal et les pollinisateurs, au sens très précis, où tout ce qui fait une fleur, de par ce phénomène absolument fantastique et magique, enfin pas magique au sens technique, enfin précis du terme, mais émerveillant, qui est la coévolution. Tout ce qui fait une fleur, c'est-à-dire sa forme, sa couleur, sa texture, son parfum, n'a de sens que depuis la perspective d'un pollinisateur. Parce que tout le corps de la fleur a coévolué pour être ce point chaud du monde qui appelle
les pollinisateurs, parce que le problème les plantes ont un problème assez important à résoudre dans leur vie, qui est qu'elles ne peuvent pas bouger, ce qui pose tout un tas de problèmes. Non, c'est très sérieux. Et plus les problèmes est aigu dans l'évolution, plus les inventions sont merveilleuses. Elle ne peut pas bouger, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'enfuir en cas de problème, mais ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas changer d'environnement, ce qui est un très grand problème quand même. Mais ça veut dire surtout aussi qu'elle ne peut pas aller à la rencontre d'une autre fleur. Comment elle fait pour se reproduire? Ce serait compliqué, une fleur ne rencontre jamais une autre fleur. Mais par contre, et c'est pour ça que les plantes à fleurs sont une invention dans l'évolution végétale qui est absolument hallucinante, parce qu'elles ont fait ce pari très différent. Par exemple, des plantes à graines nues, des gymnospermes, par exemple, ou des mousses, des fougères. Elles ont fait ce pari absolument improbable de se dire que pour vivre, la meilleure manière de se faire une vie sur la surface de cette terre, c'était de se lier corps et âme à d'autres êtres qu'elles, d'un autre règne, donc du règne animal, et que leur vie allait dépendre de ces êtres. Puisque ce n'est que par la rencontre avec les pollinisateurs que les fleurs peuvent poursuivre leur existence au-delà d'elles-mêmes, c'est-à-dire se reproduire. C'est quand même très contre-intuitif. Enfin, au départ, on pourrait penser que c'est quand même très contre-intuitif de penser que ce serait une manière de vivre qui va payer. Et pourtant, aujourd'hui, 90% des plantes terrestres sont des plantes à fleurs. Donc, c'était comment dirais-je, une invention de l'évolution relativement réussie. Donc, ce que je veux dire, c'est que, du coup, représenter les fleurs du point de vue des pollinisateurs, ce n'est pas du tout anodin. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a certains qui font de la photographie, mais si vous avez essayé de photographier des fleurs, vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'en fait, il n'y a qu'une seule manière, au sens, il y a un point de vue assez rapidement qui s'impose quand vous prenez en photo la fleur, si vous voulez la prendre bien en photo. Et ce point de vue, c'est le point de vue du pollinisateur, c'est-à-dire c'est le point de vue depuis lequel la fleur a coévolué pour être vue. Il y a cette phrase, et nous, on ne fait que retrouver ce chemin. Il y a cette phrase d'un biologiste qui est très belle, il dit ce que les abeilles voient, je vais essayer de la retrouver dans le texte, ce serait dommage que je la massacre, ce que les abeilles voient, donc on peut dire abeilles pollinisateurs, ont un impact extrêmement puissant sur pourquoi les fleurs ressemblent à ce à quoi elles ressemblent. C'est-à-dire qu'il faut penser que c'est une relation qui a fait la fleur, la relation avec les pollinisateurs. Par exemple, la couleur, et après on reviendra sur les tableaux, la couleur est un appel, est une invite pour un certain type de pollinisateur. Par exemple, la couleur violette, la couleur bleue va appeler des abeilles charpentières, des hyménoptères essentiellement, donc famille guêpes, abeilles, etc. Alors que, par exemple, le blanc et le jaune vont plutôt appeler la famille des diptères, donc des mouches, etc. Et donc, ça veut dire, c'est assez beau quand vous êtes devant un paysage, à partir de la couleur des fleurs, vous pouvez savoir à quels êtres elles sont liées, alors qu'ils ne sont pas là. Et donc, chaque corps d'une fleur cache un être invisible qui est l'être dont elle dépend. Donc, vous voyez qu'avec cette histoire de la coévolution extrêmement rapide et extrêmement partielle entre fleurs et pollinisateurs, tout d'un coup, on comprend pourquoi voir une fleur quand on est arrivé sur une fleur ou voir une fleur quand on est un pollinisateur, c'est pas seulement, comment dirais-je, quelque chose de purement de disposition, de paramètres physiques, comme je disais, de point de vue spatial, c'est qu'il y a une tonalité, une intensité dans la relation qui est ce que les abeilles se sont rendues. Les abeilles, les fleurs, tout ce que fait la fleur a été fait pour être désirable, appeler le pollinisateur pour les faire venir à elle. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'on ressent une tonalité. Pour qu'on traduit nous humains comme érotiques ou sexuels, c'est cette dimension d'appel que constitue la fleur pour le pollinisateur. Et je vais terminer sur ce tableau, je suis affreusement en retard, je suis désolée. Je finis dans 2 minutes. 3. Si on regarde ce tableau-là, par exemple, tout d'un coup, on a accès... ce que j'essaie de traduire, c'est le fait que ces fleurs, les fleurs de l'ordiotype, ne sont pas du tout neutres affectivement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intensité
C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, qu'on l'a associé au domaine de la sexualité humaine. Et il y a effectivement quelque chose de l'ordre du drame dans ce tableau, qui est qu'on est vraiment, on est à l'orée, pas seulement de la fleur, mais on est à l'orée même d'un chemin, parce que littéralement, nous avons un tépale, donc c'est chez les iris, ça ne s'appelle pas des pétales, ça s'appelle des tépales, je ne me demandez pas pourquoi. Vous avez un tépale qui, ici, tombe jusqu'au premier plan du tableau. Le premier plan, c'est toujours très important dans les tableaux, évidemment, parce que c'est ce qui vient au regardeur, littéralement. Et, la composition a été faite de telle manière à ce qu'il y ait un chemin de votre œil depuis le bas de ce tépale jusque ce qui est au cœur du tableau. Et le cœur du tableau, c'est terrible que je ne puisse pas me lever. Je vais pas parler. Ce cœur du tableau-là est composé d'éléments qui sont extrêmement importants et qu'elle a choisi de représenter. Je veux dire, elle fait bien ce qu'elle veut. Elle pourrait représenter l'iris de 1000 manières différentes, on est d'accord. Et ici, elle a choisi de représenter la barbe, qui est vous voyez, cette espèce de brosse jaune, qui est, pour un pollinisateur de l'iris, un signal extrêmement important. C'est un signal tactile. Et c'est un signal qui lui dit, tu es sur le bon chemin. Tu y es presque. Et vous voyez, et pourquoi il est presque sur le bon chemin? C'est cette sensation qu'on a quand on est devant le tableau, c'est qu'on a une sensation de profondeur. Vous voyez, on a l'impression vraiment que la fleur, elle est extrêmement épaisse et qu'on rentre dedans. Une sensation qu'on a assez peu spontanément devant une fleur. Et avec justement, on a l'impression qu'il y a une sorte de puits même, vous voyez, sur la partie supérieure, plus foncée ici, sans penser. Au-dessus de la barbe jaune, vous avez une toute petite fente et juste au-dessus, vous avez cette petite larme bleu clair. Et cette fente entre la barbe et la larme bleu clair, elle est au centre parfait du tableau. Et c'est pas du tout anodin, parce que c'est l'endroit où le pollinisateur doit entrer pour pouvoir se nourrir du nectar de l'iris qui est derrière. C'est pour ça que derrière, c'est très important. C'est pour ça que la fleur donne une sensation de profondeur, parce que derrière, ça existe très fort quand on est un pollinisateur, derrière la profondeur de la fleur. Et cette larme bleue qu'elle a choisi aussi de représenter, de mettre en valeur, etc., et ben, ce sont les anthères, c'est-à-dire c'est l'extrémité des organes masculins de la fleur, qui a toujours, je le rappelle pour justement limiter aussi les analogies, éclairer les analogies sexuelles d'une certaine manière, la fleur a toujours les organes sexuels masculins et féminins, donc voilà. C'est les anthères au bout desquels il y a justement ces petites gouttes de pollen. Et donc, si vous voulez, tout le drame de l'œil qui est représenté ici dans la composition, c'est le drame d'un chemin, d'une progression à la fois dans l'œuvre, mais dans la fleur, qui est littéralement, enfin pas littéralement, mais en tout cas qui est éclairé par le fait d'imaginer que cette fleur est représentée depuis la perspective d'un autre humain et depuis la perspective d'un pollinisateur. Alors bien sûr, et je n'ai pas le temps de faire plus de commentaires malheureusement parce que j'ai trop parlé, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais est-ce qu'elle en a parlé? Est-ce qu'elle a écrit quelque chose quelque part sur les abeilles, sur les pollinisateurs, etc. Et donc, la réponse est non, elle n'en a jamais parlé. Et donc, bien sûr, il faut du coup manipuler, comment dirais-je, ces nouvelles interprétations que je développe beaucoup plus abondamment dans mon livre. Bien sûr, là, je vous fais vraiment l'appetizer, comme on dit, qui est que quand on s'attache, quand on se propose pour projet ce qu'on sait, puisqu'elle l'a écrit, de vraiment voir une fleur, et ben, et qu'on passe, elle a fait plus de 200 tableaux de fleurs dans sa vie. Donc, ça veut dire que ça existe depuis les années 20 jusqu'à la fin des années 70. Ce que je veux dire, c'est que ça prend beaucoup de place dans son univers mental et affectif et perceptif. Quand on s'attache à vraiment voir une fleur, quand c'est ça le projet qui nous importe, alors à un moment, sans qu'on ait besoin de conscientiser la question des pollinisateurs, on est obligé de se rendre, il y a quelque chose en nous qui se rend à l'évidence que quand on veut vraiment voir une fleur,
tous les points de vue sur la fleur ne se valent pas. Parce qu'il y a un point de vue qui est constitutif, littéralement, qui est la fleur. Parce que la fleur est une relation, encore une fois, c'est difficile à penser, mais qui est le point de vue du pollinisateur. Et donc, il y a quelque chose, comment dirais-je, ça ne semble pas complètement farfelu, de penser que quand vous regardez les fleurs autant qu'elle les a regardées, vous vous retrouvez à saisir la fleur comme la relation qu'elle est avec les pollinisateurs. Et par ailleurs, il me semble que ça ne va pas littéralement à l'encontre de ce qu'elle dit, donc c'est toujours mieux que l'interprétation. Ça suit plus les lignes, même si, bien sûr, il faut l'ajouter et la composer avec d'autres interprétations. Mais où tout d'un coup, je me dis qu'on arrive à parler justement des fleurs dans leur altérité signifiante. Et peut-être dans les questions, on arrivera à ce point, parce que je voulais finir là-dessus, mais sur pourquoi c'est important de voir les fleurs aujourd'hui et pourquoi c'est pas du tout anodin, politiquement même. Voilà. Je vous remercie beaucoup.